Donc, nous nous présentons. Oui. Alors, moi, c'est Ariane Raplu. Catherine Bunner. Et moi, Clotilde Marciano. Et je suis Catherine. Alors, Cécile Morabito qui vient d'arriver. Est-ce que vous voulez bien éteindre votre caméra? Vous allez au niveau de votre nom et vous cochez la caméra. Ou alors, sur la barre du bas, où il y a écrit « Arrêtez la vidéo ». Donc, tout au long de cette conférence, nous allons faire des pauses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des temps et vous allez repérer qu'il y a des séquences et qu'au niveau de ces séquences qui commencent par le témoignage de Catherine Bunner sur un événement qui lui est arrivé, après il y a un éclairage qui va être donné par soit Ariane, soit Clotilde, soit moi-même, et je prendrai vos questions lors du chat qui correspondent à ce qui vient de se passer. Sachant que l'émotion, c'est pas juste une petite chose comme ça sur laquelle on met un mot, c'est un processus en 8 étapes. Donc, nous vous avons découpé les étapes de manière à ce que vous repériez. Voilà. Donc, Catherine va donner son témoignage d'un événement, comme je l'ai dit, qui lui est arrivé. Ce n'est pas de la fiction, c'est du pour de vrai. Catherine ? On m'entend ? Oui. Oui. Donc, le contexte de cette émotion, c'est donc un fin de contrat à durée déterminée. Fin de contrat ouvrant droit à des allocations retour à l'emploi. Pour percevoir ces allocations, donc j'ai un certain nombre d'allers-retours avec l'employeur et qui se révèle être donc le payeur dans le contexte où il est son propre assureur, le payeur de l'allocation. Et donc, au bout d'un énième aller-retour, je reçois un email donc de l'équipe des ressources humaines. Un email qui, selon ma perception, manque de clarté dans sa formulation. Par exemple, par une contradiction, par le fait qu'elle introduit un tiers qui serait rendu responsable, un délai. Tout ça, dans ma compréhension, ça apporte du chaos. Donc, dans ce contexte, ce que je perçois est le mot, le groupe de mots « de plus », une phrase qui commence par « de plus », alors qu'en fin de phrase, il est annoncé « du moins ». Il est annoncé que l'allocation sera de uniquement 500 €. Ce qui est insuffisant pour assumer mes responsabilités familiales. Donc, cette contradiction de plus, alors qu'il y a du moins qui est annoncé, je perçois quelque chose qui ne va pas ensemble. Voilà ce que j'ai perçu. La sensation corporelle que j'ai sentie aussitôt, ça a été sidéré. Sidéré, vidé, glacé, effacé, souffle coupé. La réaction de défense que mon corps a engagée, ça a été dans un premier temps une pause. J'ai marqué comme une pause, un arrêt pour encaisser.
Puis, pratiquement tout de suite après, enfin pratiquement en même temps, mais tout de suite après, mon corps s'est reculé par un mouvement de bascule du bassin. Hein, comme ceci, par un mouvement de bascule du bassin, il y a eu un retrait, un recul sur la chaise. En faisant ceci, j'ai récupéré de la présence. J'ai récupéré de la présence, être là, de la vitalité. Ariane? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est ce temps reptilien qu'a vécu Catherine, en l'occurrence, dans sa situation. Il faut savoir que le temps reptilien est bien souvent inconscient parce qu'il est court, rapide et efficace dans l'instant. En moins de 2 secondes, le processus se met en place. Et s'il fait ça, c'est qu'il a une fonction. La fonction, c'est de garder l'intégrité du corps, sa structure. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est conserver les valeurs physiologiques du corps dans son entièreté. C'est ce pourquoi ce temps reptilien, ce cerveau reptilien réagit, c'est pour nous rétablir suite à un choc. C'est automatique et c'est pour sa survie. Notre corps envoie en permanence des signaux pour alerter le cerveau sur ce qui fait danger, à éviter, à maîtriser ou à subir à moindre coût, soit en rapport à une frustration, soit en rapport à une satisfaction du besoin d'être. Le corps perçoit de l'extérieur suite à un événement par ses 5 sens, c'est notre mémoire sensorielle sur ce qui est bon ou pas bon pour la vie. Il va se référer à une forme ou une matière. Notre perception est filtrée par notre mémoire sensorielle qui nous sont propres et réagit en conséquence quand il y a un danger, une menace ou une complexité. En l'occurrence, pour Catherine, il y a une contradiction dans son message, du plus en début de phrase et du moins en fin de phrase. Il y a eu un chaos. Ça n'allait pas ensemble, comme elle le dit. Et il y a une sensation qui s'est éprouvée à l'intérieur du corps, un déséquilibre s'est créé. On peut avoir des signaux physiques tels que de la sueur, de la pâleur, de la rougeur, de la tachycardie, des tensions. Dans l'exemple de Catherine, elle est sidérée. Elle dit vidé, glacé, effacé, le souffle coupé. Ça, ce sont les sensations éprouvées dans le corps. Il y a un stress qui réactive cette mémoire sensorielle inscrite dans le corps physique et des traces émotionnelles inscrites dans le corps psychique, dans l'esprit psychique, pardon. C'est la pensée. Il y a une pression à réagir, c'est un moyen. C'est un mouvement adaptatif dans toutes les situations. Catherine fait une pause, à l'arrêt, pour encaisser, elle recule avec son corps, elle bascule son bassin. Si elle fait ce mouvement, Catherine retrouve de la présence. Ce mouvement satisfait son besoin vital de présence. Cette notion de besoin guide nos réactions et nos choix de vie. L'objectif, c'est de vivre. Maintenir sa survie à tout prix, celle de notre structure et l'équilibre avant la relation extérieure. C'est ce que je peux vous dire du temps reptilien. Merci, Ariane. Catherine va enchaîner pour les 4 autres temps. Des temps plus psychiques, des temps du cognitif. Comme ça, vous aurez une première expérience de ce processus en 8 ans. Donc, une fois mon besoin d'être là nourri, dans un désir de toujours être là, d'avoir toujours de la vitalité, j'ai développé une habitude. L'habitude que j'observe ici, c'est celle de m'isoler, de me tapir, de me taire. C'est une habitude de repli,
de récupération. Elle me permet de récupérer. Cette habitude entretient un ressenti. Le ressenti d'énergie, d'être privée d'énergie, d'être en rupture, d'être absente, d'être en retrait. Ce ressenti nourrit une représentation qui est de moins de vie, plus de vie, ou ceux qui empêchent la vie, ceux qui facilitent la vie. Cette représentation oriente mes filtres de perception qui sont situation empêchée, situation facilitée. Donc, situation avec moins de vie, situation avec plus de vie. Et je remarque à ce sujet justement que ce que j'ai perçu au début, ce qui avait fait choc, c'était justement du moins et du plus. Cette habitude-là, je me rends compte dans cette situation que le délai de réaction de cette habitude a été très court, alors que par le passé, il a pu être long, de durée, de s'inscrire dans des années, des mois, des semaines. Là, le délai, pour moi, dans lequel j'ai suivi cette habitude, a été presque automatique, très court, de quelques minutes. Sans doute parce que par le passé, dans une situation de fuite ou lutte empêchée, cette fonction du repli avait du sens. Et ce que j'observe dans cette situation, c'est que très rapidement, après avoir, pendant quelques secondes, encaissé le coup, je me suis mis en mouvement, presque aussitôt. Je me suis levée, j'ai bu de l'eau, j'ai lancé une lessive, j'ai cherché des infos pour être sûre de comprendre. J'ai relu, j'ai cherché des infos sur Internet pour comprendre qui sont les tiers énoncés. J'ai téléphoné pour avoir d'autres informations. J'ai confronté les sources d'informations, j'ai dressé une stratégie et j'ai rédigé une réponse. Donc, tout ça s'est mis en place très rapidement et dans le mouvement. Ce que je constate, c'est que le mouvement nourrit, dans ce cas, pour moi, il a nourri une présence. Une présence. Il m'a permis de me sentir présente, habitée, vivante. Je constate que l'un et l'autre des stratégies, toutes les deux répondaient à un désir d'être là. Quand je me suis tapie, c'était dans un désir d'être là. Quand je me suis levée, j'ai bougé, j'ai déployé une stratégie, c'était toujours en réponse à un désir d'être là. Merci Catherine. Clotilde va préciser ce temps cognitif, le temps de la pensée, peut-être aussi, puisque ça nous est demandé dans le chat, en précisant la notion de peur empêchée, lutte empêchée, avec les emboîtements. Je me propose déjà d'éclairer le propos de Catherine et de voir si je peux inclure ça. Mais dans les propos de Catherine, puisque ça suit le premier temps qu'on appelle en logique émotionnelle le temps corporel, lié au cerveau primordial, ce que vous a expliqué Ariane, là, Catherine nous a fait part dans son témoignage de comment cette expression corporelle, cette expérience corporelle vient s'inscrire dans la partie plus cognitive du cerveau et qu'on appelle en logique émotionnelle
le cerveau-esprit. Donc, il y a le cerveau-corps qui est l'expérience au temps présent et le cerveau-esprit qui est l'inscription dans le temps. C'est nommé comme ça par le neuroscientifique Lionel Nakache. Et donc, l'inscription dans le temps et comment une première expérience vient faciliter des mises en place d'habitudes comportementales, toujours pour préserver la vie et donc au bénéfice de la vie. Là, nous faisons l'effort de le dissocier, mais en même temps, tout ça interagit très rapidement ensemble. Peut-être avez-vous repéré dans le début du témoignage de Catherine, quand elle parlait de la perception ou de la sensation, elle décrivait ce qu'elle voyait et elle a dit, selon ma perception, c'était pas clair, c'était pas porteur, ça faisait effet de chaos. Et donc, comment le cerveau a donné du sens à tout ça pour permettre de réactiver des habitudes, des stratégies qui vont, comme elle nous l'a expliqué, soit dans la conservation de l'être, à savoir sa première habitude qui aujourd'hui est devenue moins efficace, mais dont elle a encore besoin, qui est un mouvement de retrait, un mouvement de repli qui lui permet de se récupérer. Et donc, Catherine nous a dit que dans un premier temps, c'est-à-dire il y a quelques mois, quelques années, ce temps de repli pouvait durer des heures, des semaines, voire des mois. Aujourd'hui, dans la situation qu'elle nous raconte, elle se rend compte que ça a duré très peu de temps et que ce mouvement de repli, par le mouvement du bassin où le corps se recule quelque part de l'écran et lui permet de récupérer de l'énergie pour se lever et pour mettre en place de nouveaux comportements tels que boire de l'eau, lancer une lessive, chercher des informations, établir une stratégie et aller jusqu'à écrire le mail et l'envoyer. Donc là, le comportement mémorisé comme bénéfique de repli pour retrouver de l'énergie et se mettre dans l'action a fonctionné. Elle nous a expliqué très clairement que, au fur et à mesure des années, elle a pu se rendre compte que finalement, être en retrait, se taire, ne pas agir, lui a permis de se conserver, mais que ça provoquait des ressentis d'énergie, de manque d'énergie qui sont bien en écho avec ces sensations de sidération, de vider, de glacer, de souffle coupé. Donc vraiment, que ce soit au niveau de la sensation ou de ressenti, les deux sont extrêmement corporels et éprouvants, voire douloureux. Donc, au nom de son désir de compréhension, de non-chaos, elle a mis en place des habitudes qui lui ont permis de se sentir plus en vie, en mettant d'abord du recul, de la récupération, puis de l'action. Et du coup, au niveau des ressentis, se superpose un ressenti d'énergie et un ressenti de plus de vie par l'action. Et elle nous a dit, ce mouvement nourrit une présence. Dans ce cas, je me sens habitée, vivante. Et donc, au travers de ces deux stratégies, on retrouve bien le fonctionnement qui est inscrit au cœur même de la cellule, avec l'idée de se conserver et l'idée de se développer. Et donc, dans l'expérience que Catherine nous donne à entendre, je trouve passionnant d'entendre cette dimension très biologique qui va vraiment dans le sens de toutes les recherches neuroscientifiques et combien l'expérience nous donne à entendre que ça repose vraiment sur la biologie du vivant. Et après ça, bien sûr, ces ressentis viennent ajouter des représentations, des fictions, des interprétations sur les situations qui vont signifier pour Catherine des personnes ou des situations qui vont faciliter son avancée. Là, en l'occurrence, l'avancée de son dossier, mais l'avancée de son dossier va lui permettre d'assumer ses responsabilités de mère de famille. Donc, c'est vraiment, il y a une dimension aussi vitale là-dedans. Et va lui faire interpréter les situations ou les personnes qui vont être facilitatrices ou empêcheuses, les situations qui vont lui permettre d'avancer ou qui vont la faire
entre guillemets, stagner, ce n'est pas ces mots, mais c'est les mots qui me viennent. Et comme elle le disait au tout début de son témoignage, les situations porteuses de chaos, porteuses d'opposition, quand elle voit des oppositions, des choses qui ne vont pas ensemble, elle se dit que c'est des choses qui ne vont pas ensemble et qui sont porteuses de chaos. Et elle peut aller jusqu'à penser, finalement, j'ai besoin de me reculer pour encaisser avant d'agir. Et donc là, on a vraiment le deuxième temps. Si dans le premier temps, c'est une perception qui engendre une sensation, qui pousse le corps à réagir pour rétablir l'homéostasie et satisfaire un besoin vital, ce premier mouvement s'inscrit dans le temps, dans la mémoire et dans l'esprit. Et au nom d'avoir toujours ce besoin vital, je mets en place des habitudes, voire des stratégies qui ont pour but, quelque part, de satisfaire par anticipation mon besoin de vie avant même d'être déstabilisé. Et du coup, ça génère des ressentis qui sont également corporels et douloureux, que ce soit du stress, de l'angoisse, du chaos, qui vont aboutir sur des représentations binaires, bien, pas bien, plus de vie, moins de vie. Et cette nouvelle expérience va venir s'ajouter à nos filtres de perception. Et ces filtres de perception vont faire que dans une situation future, on va être focus sur une situation plus qu'une autre ou un élément de la situation qui va venir réveiller, comme Ariane le disait, un stress réactive cette mémoire sensorielle. Donc voilà, j'ai expliqué le deuxième temps. Je pense que j'ai été un peu longue et je ne sais pas s'il est judicieux d'enchaîner sur la notion de peur et de lutte empêchée. On le prendra un peu plus tard. N'hésitez pas, là, il y a une question, donc vous êtes 17. N'hésitez pas à vraiment dans le chat poser vos questions. C'est pas n'hésitez pas, faites-le. De manière à ce que nous puissions approfondir les notions que nous vous donnons aujourd'hui, qui sont parfois un peu délicates à entendre et encore plus à approfondir. Donc vraiment, je vous invite tous à poser des questions. Catherine va prendre son troisième temps de témoignage, un temps qui va éclairer le processus un peu plus, c'est-à-dire comment la logique émotionnelle lui a permis d'acquérir d'autres manières de faire, d'autres manières de se positionner dans la vie. Je te laisse la parole, Catherine. Alors, donc, avec l'accompagnement de la méthode de la logique émotionnelle, ce que j'ai acquis, tout d'abord une boussole, la connaissance du processus émotionnel qui me permet de me repérer dans mon propre fonctionnement et en le faisant, de reprendre responsabilité sur ma vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose est peut-être sûrement tout aussi importante pour moi. Ce que ça m'a permis, c'est de recontacter ma sensorialité, mes sensations corporelles. Et je dirais, au-delà de cette situation, dans cette situation, j'ai pu regarder de plus près ce que j'ai senti au moment où l'émotion a traversé le corps, mais au-delà de la situation elle-même, une sensation d'entièreté dans le corps. C'est une chose connue, cette impression de, pour les personnes ayant subi un traumatisme, cette impression de incohérence dans le corps ou de manque d'entièreté dans le corps. Moi, je peux témoigner de mon exemple. Par exemple, dans les méditations où on passe en revue les parties du corps, comme on scanne les parties du corps, pendant des années,
je nommais certaines parties du corps, mais la sensation n'y était pas attachée. Donc, je la nommais, je passais en revue, j'essayais de visualiser, mais il y avait comme un blocage dans la sensation, ou en tout cas, je n'avais pas cette... je n'accédais pas à la sensation. Et donc, grâce à l'accompagnement, pour moi, ça a été possible de sentir l'ensemble de mon corps, de libérer des mémoires traumatiques de certaines parties de mon corps et de sentir en permanence et à tout moment l'ensemble de mon corps comme un entier, le sentir recoller les morceaux. Hein. Une troisième chose que ça m'a permis, ça a été de, par exemple, identifier mes habitudes. Identifier mes habitudes, ça m'a permis donc tout d'abord de reconnaître le chemin que j'emprunte, de le reconnaître et de lui être reconnaissante pour avoir déjà préservé la vie. Mais également de m'informer moi-même que j'ai d'autres alternatives pour répondre à mon désir dans une situation. Et donc, ça m'a permis, donc, grâce à cette information, donc, de gagner peut-être une certaine souplesse par rapport à mon habitude et de gagner en liberté par rapport à mon habitude. Cela m'a permis de réduire le délai de prise d'otage du cortex préfrontal par l'amygdale dans les moments de stress. Je donne un exemple. Il y a l'ancienne habitude que j'ai indiquée qui a toujours été efficace parce qu'elle a bien préservé la vie, mais dans certaines situations, répétée à l'infini, dans certaines situations, bien qu'elle reste efficace pour préserver la vie, peut se révéler inefficace, notamment dans cette situation. Rester replié sans répondre à cet email, ça aurait été inefficace. La nouvelle habitude, identifier l'ancienne habitude, permet de créer une nouvelle habitude, donc qui entretient, elle, la vitalité. Les deux répondent bien, encore une fois, au même désir, au désir de présence, d'énergie, d'être là, de vitalité, de vie, mais de manière différente. Merci Catherine. Je vais prendre la parole pour la troisième partie, un peu plus théorique encore, mais toujours pour que vous entendiez ce que c'est qu'un processus émotionnel et comment il fonctionne dans notre cerveau. Donc, notre cerveau est composé d'aires différentes avec des zones particulières qui répondent à certains stimuli. Donc là, je vais vous faire entendre la fonction miroir. La fonction miroir, grâce à nos neurones dits miroirs, un système de neurones particuliers dans notre cerveau, fait que toute la partie, le cerveau de nos apprentissages, le cerveau qu'on appelle cognitif, le cerveau de la pensée, ne s'embarrasse pas de quoi que ce soit, il va copier ce que fait le cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'ici, à la base de notre crâne, on a le cerveau reptilien et ensuite le cerveau cérébral, le tronc cérébral, et tout ça s'étend dans tout notre corps par ce système qu'on dit nerveux, et ce système que l'on dit nerveux dirige notre monde intérieur et tous nos autres systèmes. Donc cette fonction miroir, je vais vous la mettre en évidence par rapport au témoignage de Catherine, c'est-à-dire le fait que les neurones reflètent. Les neurones reflètent quelque chose, d'ailleurs, ils réfléchissent. Donc, ils réfléchissent dans le sens premier, c'est-à-dire ils réfléchissent entre eux, puis ils réfléchissent aussi dans le sens que nous attribuons le plus souvent à la notion de réfléchir, c'est-à-dire à la notion de penser.
Je réfléchis. Et donc, si on prend le témoignage de Catherine, pour vous préciser, c'est-à-dire qu'autant corporel, nous percevons par nos sens, mais avec tous les apprentissages que nous avons acquis au fur et à mesure de notre vie, ce temps de perception est complètement corporel et ce temps de perception s'étend dans notre pensée par un processus de représentation. C'est-à-dire nous nous représentons le monde d'une certaine manière, binaire, comme l'a expliqué Catherine et Clotilde. C'est-à-dire là, c'était des notions de ceux qui nous empêchent la vie ou ceux qui nous permettent la vie. Et nous fonctionnons toujours comme ça, en double. C'est-à-dire qu'il y a un focus à l'intérieur de notre cerveau pour voir les situations d'une certaine manière. Pas large, mais très centré. Donc ça, c'est perception, représentation. Sensation corporelle, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps, le reste aussi, mais sensation, c'est vraiment notre point d'appui. La sensation s'étend, s'élargit. C'est-à-dire que le fait d'être sidéré, vidé, effacé, d'avoir le souffle coupé, je ne crois pas qu'elle l'ait dit dans l'instant parce qu'on a travaillé le sujet avec Catherine, s'étend dans un corps qui est déséquilibré, avec une sensation d'énergie, une sensation de perte, donc de perte de vitalité. Et puis, si nous prenons l'autre partie, la partie, un autre temps du processus corporel, il y a ce qu'on appelle des réactions de défense. C'est-à-dire, Catherine les a décrit comme je me recule. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient faire choc dans l'email, elle se recule. Et cette habitude de se reculer, de bouger le bassin, s'est étendue dans son organisation de la pensée, puisque ça marche là. Il ne faut pas oublier que c'est que ça fonctionne. Donc, le cerveau cognitif, le cerveau de la pensée, prend une extension et garde toujours la même habitude, c'est-à-dire de se reculer, de se mettre en mouvement, de se lever. Sauf qu'il y a un tout petit temps que vous avez peut-être entendu où il y a une sorte d'arrêt. Donc, il y a deux stratégies qui sont mises en place. Le temps d'arrêt est devenu je m'isole, je me tais, je me tapis. Et le temps de mouvement, de bascule du bassin a donné lieu à une autre stratégie, une autre habitude comportementale qui est de se mettre en mouvement. Donc, on peut tout à fait avoir deux habitudes à partir de ces temps. N'oublions pas que ces temps sont inférieurs à 2 secondes. Donc, voilà, le temps corporel, c'est inférieur à 2 secondes. Après, ça s'étend un petit peu comme c'est la pensée. Donc, voilà, je voulais vraiment que vous entendiez. Et la quatrième case, en quelque sorte, du réfléchissement corporel cognitif, c'est la case essentielle, puisque c'est ce qui meut toute notre vie, c'est-à-dire la case du besoin, la case, quand je dis case, parce qu'on a découpé en 8 temps, du besoin nourri dans l'instant par le fait qu'elle a bougé son bassin, qu'elle s'est affaissée sur ça. C'est un besoin d'être là. Besoin d'être là, c'est-à-dire ce besoin de présence, quand même, c'est une bonne idée d'être là pour rester vivant. Et comme ça marche, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Le cerveau de la pensée qui copie par les phénomènes miroirs se rend compte que ça a marché. Et puis ça n'a pas marché qu'une fois, ça a marché des tas de fois. Et donc, ce besoin devient désir. Pour nous, nous l'appelons désir. Désir de toujours être là, désir de toujours avoir de la présence, qui tient de la vitalité, de la force. Donc, c'est comme ça qu'il y a cette interconnexion en permanence avec des tas que l'on peut voir maintenant grâce aux neurosciences, que Catherine Emler-Périssol a mis en évidence il y a des années, que l'on peut maintenant certifier un peu plus par les neurosciences, qui fait que voilà, les deux cerveaux se communiquent entre eux, et parfois ça fait un petit peu de bagarre. Hein. Quand vous êtes tiraillé, c'est qu'il y a deux cerveaux qui ne sont pas d'accord sur la marche à suivre, et toujours le cerveau reptilien qui prend la main. Il y a des questions. Alors, Sophie Thomas avait donc proposé la notion de peur et de lutte empêchée, proposé de préciser. Clotilde, est-ce que tu veux intervenir sur cette question? Donc, la peur et la lutte empêchée. Donc, la peur, c'est l'émotion racine. La lutte empêchée, on est pour moi sur un comportement. Donc, face à la peur, souvent,
ce qui a été mis en adéquation comme comportement, c'est la fuite. Et donc, c'est Henri Laborie qui a travaillé sur les comportements face au stress. Et donc, quand on ne peut pas fuir, on va rentrer en lutte. Si la lutte est empêchée, si on ne peut pas fuir, nous allons rentrer en lutte. Et si la lutte est empêchée, à ce moment-là, c'est ce que Henri Laborie appelle l'inhibition de l'action, et c'est le repli. Donc, la manière dont je comprends la question, c'est mon envie, c'est d'aider à préciser comment tout ça vient s'enchaîner. Si face à un événement qui fait danger, je peux fuir, et il y a plusieurs manières de fuir. Ça peut être prendre mes jambes à mon cou, ou ça peut être me taire, et en tout cas rester statique, ou faire de l'humour. Il y a plein de manières dans les comportements habituels. Si je ne peux pas faire ça, il y a de fortes chances que je rentre en lutte pour maîtriser le danger. La peur, c'est au plus proche de la structure. La colère, qui correspond à la lutte, on est déjà dans la dimension sociale et relationnelle. Donc, on lutte contre quelque chose, on lutte face à quelqu'un. Et donc, si la lutte est empêchée et ne permet pas de maîtriser cet obstacle ou ce danger, du coup, quelque part, les bras nous en tombent et puis il n'y a plus rien à faire. Et je me permets de lier ça, puisque c'est également Sophie qui a posé la question par rapport à l'environnement. Bien sûr, le besoin et le désir, c'est la vie. Mais on est en perpétuelle relation avec notre environnement. Comme l'expliquait Ariane, nos sens sont perpétuellement en éveil, un peu comme de multiples antennes. Donc, l'environnement vient nous informer, on est en relation avec cet environnement, et nos sens de perception captent les informations, et la sensation informe notre corps de si tout va bien ou pas. Donc, nous recevons perpétuellement des informations, mais elles ne font pas toutes danger. Donc, parfois, elles passent inaperçues. Voilà ce que j'avais envie de répondre par rapport aux questions de Sophie. Merci Clotilde. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Mais que se passe-t-il? Auriez-vous tout bien compris? Je vais relever les copies. Donc, dans l'attente d'autres questions, je vais vous proposer des informations. Nous sommes donc 4 praticiens aujourd'hui. Et ces praticiens œuvrent aussi en tant que formateurs à certains endroits dans notre organisme qui s'appelle Lille. Donc Clotilde qui est là anime ce qu'on appelle quand c'est plus fort que moi, c'est-à-dire ces fameuses émotions. Très souvent vous vous dites oh là là c'est plus fort que moi, ah là là j'ai hurlé, ah là là j'ai levé la main sur mon enfant, ah là là, ah là là. Donc c'est plus fort que nous parce que ce système automatisé même avec la pensée se déclenche selon les processus que nous avons décrits. Donc, Clotilde anime en février, avec un autre praticien, des fondamentaux de la logique émotionnelle, qui s'appelle « Émotion quand c'est plus fort que moi ». Je vous mettrai le lien tout à l'heure si vous voulez aller voir cette information. Et ça permet d'avoir une vision globale du processus. Oui, fondamentaux qui donnent, oui. Après, Clotilde vient de sortir un livre, enfin, il y a quelques mois, un livre coécrit avec Maïté Pecker, qui n'est pas là, mais qui est un praticien actif de notre organisme, qui s'appelle Comprendre la source cachée de nos non, ça s'appelle pas comme ça. Pourquoi je l'appelle comme ça? La vie secrète des émotions. Voilà, la vie secrète des émotions. Je me suis donné une petite phrase explicative, c'est-à-dire que le livre est principalement tourné sur comprendre la source cachée de nos comportements. Ensuite, nous avons un autre stage qui va avoir lieu très prochainement, en janvier, qui s'appelle « Percevoir la réalité ». Percevoir la réalité, c'est bien ce que nous avons tenté de vous expliquer, puisque comme nous filtrons les informations,
nous ne sommes pas en face de la réalité. Nous croyons que c'est vrai. Et donc, tous les témoignages humains vous le diront. Nous sommes 3, 4, 5 à avoir vu quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Donc, dans ce stage percevoir, en janvier, il y a bien sûr beaucoup plus d'informations au cours de 2 jours, où là, vous pouvez vraiment approfondir les premières informations et de voir la différence entre percevoir et se représenter la réalité, avec tout ce qui est souvent ce qu'on appelle croyance. On croit quelque chose, mais on croit pourquoi? On croit parce qu'on a rétréci le champ et que nous ne regardons pas la réalité des faits. Donc ça, c'est en janvier. Catherine Bunner qui propose très régulièrement des conférences et des ateliers bimensuels qu'elle appelle l'atelier des émotions. Je vous donnerai aussi les informations pour vous inscrire ou pour regarder son Instagram pour voir l'intérêt que vous avez. Donc, c'est des conférences sur la logique émotionnelle de manière bimensuelle. Et Ariane, qui est un praticien qui reçoit en Haute-Savoie, Catherine reçoit en région PACA, et Ariane reçoit en Haute-Savoie, et en 2021, elle va avoir dans un cercle privé, sur inscription, d'écrire, animer ce qu'on appelle les 7 étapes de l'ALE, c'est-à-dire 7 manières qu'on appelle émotion, E-M-O-T-I-O-N, 7 étapes qui permettent, encore une fois, de s'approprier cette logique émotionnelle parce que vous devez bien avoir conscience que ça s'acquiert peu à peu. Et pour moi-même, en janvier, je n'ai pas une actualité de formation là, ces prochains temps. Après, c'est plutôt juin, je crois. Donc, en janvier, je fais des accompagnements individuels, coaching et thérapeutique. Et certains sont en train de se terminer. Et donc, en janvier, j'ouvre quelques places et je vous mettrai mon adresse email. Mais vous devez l'avoir puisque c'est moi qui vous ai envoyé les infos. Alors, pendant ce temps-là, il y a eu des questions, Catherine. Oui. Donc, il y a à la fois des questions extrêmement concrètes de comment faire face à certaines situations. Et il y a une question de Sophie qui aimerait en savoir un peu plus en réponse à ta question. Non, j'aimerais bien avoir plus d'explications sur le miroir cerveau-reptilien, cerveau-cognitif expliqué par Catherine Lesage. Alors, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on prend dans l'ordre? Parce qu'il s'agit de… Si on prend dans l'ordre, à ce moment-là, c'est concrètement face à une pensée négative ou face à une image, je suis envahie d'émotions difficiles, tristesse ou colère. Que faire? Et nous avons également, une amie m'a dit ce matin être bloquée dans l'écriture d'une lettre Pôle emploi par rapport à ses droits. Elle dit qu'elle ne peut pas écrire. Que pourrais-je lui dire? Ok. Ariane, tu souhaites prendre… Alors, éventuellement, oui, lui dire que l'émotion, comme elle le décrit, tristesse ou colère, c'est d'accueillir cette émotion. Qu'est-ce que ça me fait dans le corps? Parce que c'est une information sensorielle, une information du corps. Donc, c'est prendre le temps d'écouter. Oui, je suis envahie. Donc, retour à soi, qu'est-ce que ça me fait dans le corps? Déjà, prendre ce temps pour être informé, si je peux le dire comme ça. Oui, et pour nous, il n'y a pas de pensée négative. Il y a juste des pensées qui sont là pour nous informer. Négatif, positif, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, négatif, c'est juste parce qu'elle est envahie, mais cette pensée qu'elle estime négative est une pensée qui vient apporter de l'information. C'est-à-dire qu'on peut faire feu de tout bois dans le système émotionnel. C'est qu'il y a des informations qui se trouvent dans les 4 temps corporels et les 4 temps cognitifs. C'est juste apprendre à regarder, ralentir, disons-nous, ce qui n'est pas toujours évident. Mais qu'est-ce que je viens de penser? Parce que c'est la pensée dite négative qui fait qu'il y a de la tristesse et de la colère. Si la pensée déjà est juste, tiens, j'ai pensé ça et décortiqué, l'émotion de tristesse et colère ne vient pas.
Est-ce que j'ai envie Clotilde, est-ce que tu veux répondre à l'écriture d'une lettre à Pôle emploi? Elle dit qu'elle ne peut pas écrire. C'est à moi que tu renvoies la question? Oui, s'il te plaît, Clotilde. J'avais juste envie de compléter ce que tu disais, parce que je pourrais imaginer un désir de remplacer par une pensée positive. Et donc, ça serait une solution. Et n'oubliez pas que l'important, l'émotion, c'est quand même une messagère. Et donc, comprendre le message qu'elle nous envoie. Et au travers du témoignage de Catherine, on a décrypté le temps reptilien et le temps plus cognitif. Et donc, si les deux vont rapidement ensemble, ne pas oublier que déjà s'informer et ralentir, c'est essentiel avant de chercher d'autres solutions. Quel est le message qui est derrière? Donc, sur le comment faire pour une lettre, écrire à Pôle emploi, quand je lis la question, c'est tellement en écho avec le témoignage de Catherine. Avoir des solutions, ça pourrait être les miennes, ça pourrait être celle de Catherine, ça pourrait être celle d'Ariane ou celle de Catherine Lesage. Donc, c'est déjà comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle est en arrêt. Et donc, au travers du témoignage de Catherine Bunner a été en arrêt et son travail en logique émotionnelle lui a permis progressivement de prendre conscience de ce qu'elle mettait en place. Donc, face à ça, c'est qu'est-ce qu'elle peut ajouter? L'idée en logique émotionnelle n'est jamais de retirer quoi que ce soit, puisque tout ce que nous faisons et avons fait jusqu'à présent a servi à notre conservation et à notre développement. Donc, c'est déjà prendre conscience de à quoi peut bien nous servir tout ce que nous faisons déjà et qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus pour remettre du mouvement et aller au bout de ce que nous devons faire. Donc, si je reste par rapport à une réponse logique émotionnelle, c'est la réponse que j'ai envie de donner à cette question-là. Et éventuellement, ce qui me vient, les solutions amenées par Catherine Bunner pourraient-elles être utiles à cette personne? Donc, lui poser la question de qu'est-ce qui t'aiderait à te mettre dans l'action et à répondre, à faire ta lettre? De quoi, qu'est-ce qui t'aiderait? Sur quoi tu peux t'appuyer? Voilà. Alors, par rapport à la question sur plus d'explications sur le cerveau miroir, sans que je fasse une conférence sur le sujet, parce que c'est un petit peu comme ça, moi, très, très régulièrement. Donc, que dire de plus? C'est un système inventé par notre cerveau qui fait que dès in utero, il y a un développement cellulaire particulier pour que un peu dans le sens de ce que vient de dire Clotilde, c'est-à-dire regardons ce qu'on fait déjà. Parce qu'on est toujours branché sur mais je veux faire plus, je veux faire autre chose. Et donc, ce qu'on fait déjà va bien. Et donc, dans le cerveau, cette fonction-là existe. Ce que l'on fait déjà va très bien, il maintient la vie. Après, il y a des limites comportementales parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Mais ça va. Donc, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Le cerveau dit cognitif, de la pensée, de la psyché, au moment de son développement in utero et après jusqu'à 23 ans, 23-25 ans, regarde ce qui se passe au niveau reptilien. Il ne peut pas faire autrement que de regarder. Il ne peut pas faire autrement puisque c'est le cerveau reptilien qui a la main. Si vous traversez et qu'il y a une voiture qui arrive, voilà, même si vous avez l'intention d'aller embrasser votre ami en face, non, le cerveau reptilien prend la main et vous garde sur le trottoir. Donc, c'est ça. Donc, un peu plus d'explication, ça veut simplement dire que toutes les fois où le cerveau reptilien agit de cette manière-là, le cerveau cognitif prend ces informations et grâce à nos mémoires événementielles, là on a entendu Catherine Bunner parler d'un événement. Donc un événement, c'est des choses qui nous arrivent toute la journée. Il y a ceux qu'on ne voit pas parce que ça va, puis il y a ceux qui nous font un peu plus de choc, c'est-à-dire que notre corps vient se réveiller et se dit « Ah ben je suis ému ». Bah oui, vous êtes ému. Et puis il y a toutes les fois où vous ne l'êtes pas. Donc c'est vraiment une information neuronale
de ce cerveau qui va, avec les apprentissages, sans arrêt regarder ce qui se passe en dessous. Parfois, pas tout à fait heureusement, parce que certains veulent traverser la rue quand même. J'espère que je vous ai répondu. Quelqu'un nous demande si les prochaines formations se feront en présentiel ou à distance. Alors, j'étais en train de répondre dans le chat. Là, on serait très, très forte, on aurait notre boule de cristal. Elles sont prévues en distanciel, en présentiel, avec une partie à distance. Et s'il y a quoi que ce soit qui fait que ça ne permet pas le présentiel, nous passerons en distance. Tu voulais dire quelque chose, Clotilde? Je te laisse compléter. Oui, parce que j'étais en train d'y répondre par chat pendant que tu y parlais. Donc, de manière générale, Catherine vient de vous répondre. Puisque je suis en train de mener une formation sur émotion quand c'est plus fort que moi, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir et donc nous l'avons fait en distanciel, ce qui était merveilleux parce qu'on a pu avoir de l'international, et une journée en présentiel est prévue en janvier. La session de formation de février est prévue en présentiel et se fera en distanciel si les conditions sanitaires ne le permettent pas. Et il y a une session dont les dates ne sont pas encore totalement définies, mais sur le mois de mai, qui aura lieu en distanciel avec une journée en juin en présentiel. Voilà. Donc, ça va être une forme d'alternance, en tout cas sur le module émotion quand c'est plus fort que moi. Je viens de vous mettre dans le chat l'ensemble des informations que je vous ai décrites tout à l'heure au fur et à mesure. Donc, vous avez les liens. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi, puisque vous avez mon email, s'il y a quoi que ce soit que vous cherchez à comprendre un peu plus. Et Sophie Roussel dit « Je viens de suivre la formation avec Clotilde à distance. C'était super. » Merci de votre témoignage, Sophie. D'autres questions pour éclairer? Nous sommes à peu près à la limite du temps que nous avons décidé, mais 15 personnes sont encore là. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres informations que vous souhaiteriez avoir, soit par rapport à ce que nous promouvons, soit par rapport au contenu de cette conférence? Ce que je peux vous dire… à vous partager, les amis qui sont présents, c'est que nous travaillons ces conférences avec Catherine, Ariane, enfin les deux Catherine et Ariane, et que l'idée, c'est de vous donner à voir le processus. Pour certains, c'est la première fois, pour d'autres, ce n'est pas la première fois. Donc, si vous avez des souhaits, des désirs, des envies de sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Notre idée étant d'être au plus près de vos attentes également. Donc, l'objectif de ces tables rondes, c'est de partager une expérience pour vous aider à comprendre le processus. Et si vous avez des envies de sujets, n'hésitez pas à nous les communiquer. Bien. Bien. Mais écoutez, nous allons… face à un enfant qui serait en colère, que feriez-vous? Clotilde est disparue. J'arrive plus. Non, je suis toujours là, mais je ne sais pas pourquoi ma caméra, c'est… Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, je ne sais pas, il y a un problème. Face à un enfant en colère, que faire? Les méandres de l'ordinateur. Ok. Alors, face à un enfant en colère, un enfant en colère est exactement comme un adulte en colère. Il exprime son émotion de cette manière-là. Donc, son émotion dite colère. Il vient de percevoir quelque chose, sans nul doute, qui fait que pour retrouver son identité, sa puissance, sa force, il passe par la colère. Donc, face à un enfant en colère, c'est juste lui demander, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais ça marche très bien sur les enfants, c'est où est-ce que tu sens en toi de la colère? C'est en général, c'est entre le menton et le pubis. Il y a une zone de chauffe particulière. Et l'accompagner dans cette sensation corporelle, l'accompagner, ça veut dire nomme-moi, c'est chaud à quel endroit, qu'est-ce qui t'a contrarié, par exemple. Et l'enfant, tout naturellement, sait ce qui se passe. Et rien que le fait que vous preniez attention, non pas
sur la colère branchée sur la colère de l'enfant, mais sur quel effet ça lui fait à l'intérieur de lui, ses cerveaux s'apaisent et lui-même s'apaise. Parce que quand ça chauffe, il est vraiment question de quelque chose d'important. Et si c'est de la colère, c'est de l'identité, c'est-à-dire nous sommes dans le cerveau des apprentissages et quelque chose dans l'instant vient de le contrarier. Et très souvent, nous savons, nous parents, qu'est-ce qui vient contrarier l'enfant. Et si c'est à l'école ou dans d'autres environnements, mais demandez-lui, qu'est-ce qui est venu le contrarier? Qu'est-ce qui n'était pas OK pour lui? Merci de vous remercier. Eh bien, nous allons en rester là. N'hésitez pas à nous contacter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à très bientôt d'autres. Okay. Merci, très bonne journée à tous. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne semaine. Merci. Au revoir.